Rien que ça parle. À une semaine de la Coupe du Monde, la phase allée, la fausse phase allée du football est terminée. Dans une semaine, place aux équipes nationales. Donc ici, sur sa part de foot, on fait le bilan calmement. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison. Parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Alors les gars, quel bilan on peut dresser de cette première partie de saison? Un bilan positif, un bilan négatif? Moi, je pense qu'on a eu quand même pas mal de pépins physiques, de blessures. Après, je pense que c'est une continuité depuis les quelques saisons, je pense, avec l'enchaînement des matchs, les nouvelles compétitions, l'ajout de la Ligue des Nations qui fait déjà 2-3 ans même maintenant. Donc, ça rajoute des matchs dans les jambes, donc encore des blessés. Mais sinon, en termes de football, on a eu... On a eu du bon football Ouais, quand on même. a eu du bon football, des stades pleins. N'oublions pas que le Covid, c'est tout récent, hein. C'était il y a 2 ans. Donc, des stades pleins, des fêtes. Franchement, c'était intéressant quand même. Parce que ce qui fait la force du football, c'est la communion entre les supporters et les joueurs. Mhm. Et même on le voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui avaient des difficultés justement par rapport au manque de soutien et de la ferveur. Mhm. Et aujourd'hui, on voit que ça fait la différence. Si on doit faire un bilan, moi j'aurais aimé faire un bilan par championnat. C'était l'idée. Ok. Bon, excuse-moi, t'as fait. En fait, non, d'abord, tu vois, c'était un peu général parce que l'idée même de la question, c'est-à-dire qu'il y avait un peu cette peur de se dire, avec la Coupe du Monde, qui est en milieu de saison, qu'on ait un début de saison tronqué entre les joueurs qui vont jouer sans trop mettre d'impact parce qu'ils pensent Oui, à la après, Coupe du Monde. Mais au final, je trouve que ça n'a pas été aussi marquant que ça, remis sur les 2 dernières journées où vraiment Benzema a dit qu'il est en vacances, Messi a joué ses 5 minutes. je suis complètement d'accord avec toi. Après, quand on voit ce qui arrive à Harit, on se dit que certains n'ont pas eu tort en fait. Ça arrive tous les 4 ans. Là, en plus, il y aura les supporters. Va falloir aller chercher une étoile. Donc, c'est le rêve de tout footballeur. Donc, ça se comprend. J'ai vu, par exemple, Guti un peu reprendre Benzema. Benzema, il en fait avec des champions, la Liga, plus le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a certains joueurs, on peut comprendre. Après, moi, je trouve que ça n'a pas été biaisé. Tout le monde s'est donné à fond. Tout le monde a joué le jeu, mais effectivement, les 2 derniers matchs, ça peut un peu se comprendre. Et malgré tout, malgré cette... par exemple, on parlait d'Amin Harit, mais le match Marseille-Monaco, il a été disputé. Pourtant, il y avait des joueurs qui étaient concernés par les sélections. Krépin Diatta, il est au Sénégal. Amin Harit joue pour le Maroc. Il y avait Youssouf Fofana qui est sélectionné en équipe de France. Et pourtant, il y a eu des duels. Il y a eu... Tu vois, ces joueurs-là, même Amin Harit s'est blessé sur un duel. Ils sont allés tous les 2 à fond, tu vois. Donc, au final... par championnat, en vérité, il n'y a pas eu de match vraiment tronqué, mais il y a eu des joueurs qui ont écourté leur saison, quoi. Ouais, après, moi, je pense que même avant Amin Harit, il y a plusieurs jurisprudences. Enfin, même les précédents mondiaux, ça arrive souvent, mais les blessures plus récentes de Sadio Mané, par exemple, donc même si... Parce qu'il enchaîne. Voilà, parce qu'il enchaîne. Donc, c'est toujours dans un coin de la tête des joueurs. Après, il faut quand même du rythme avant le mondial, même si, bon, voilà, même si mieux vaut être en pleine forme, sans blessure, et peut-être manquer légèrement de rythme, bien qu'ils ont quand même du rythme, hein. Ils jouaient tous les 3 Et jours. d'ailleurs, moi, ma question, c'est quel est pour vous le meilleur scénario? De se préserver pour le mondial ou de jouer les matchs pour justement arriver en rythme? Donc, peut-être se préserver, quitte à avoir un manque de rythme sur les matchs préparatifs et sur le début du mondial, ou alors se jouer pour arriver en pleine forme, selon vous? Et en prenant le risque de se blesser, qu'est-ce que vous, si vous étiez joueur, vous aurez fait? En fait, moi, si j'étais joueur, déjà, j'aurais peut-être pas décidé parce qu'il y a un préparateur physique, tu vois, qui dit. Après, effectivement, tu peux choisir de jouer des matchs ou un peu de rester sur le côté. Cependant, Peut-être consciemment lever le pied. voilà, exactement. Et moi, je pense que ça aussi, ça peut éviter une certaine forme de blessure inconsciente. Certaines fois, on n'ira pas mettre le pied sérieusement. C'est là où, justement, on ne sera pas allé assez d'une manière solide pour justement encaisser le contact. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de garder du rythme. Après, effectivement, c'est souvent lors des Coupes du Monde,
les clubs avaient à peu près, enfin les joueurs avaient à peu près entre 2-3 semaines de préparation avec la sélection nationale. Là, ça sera une semaine. Donc, moi, je pense que le rythme est important, la forme aussi est importante. On l'a vu, hein, les sélectionneurs, ils privilégient la forme avant de privilégier forcément des joueurs qui se seraient arrêtés avant pour être prêts pour la Coupe du Monde, sans forcément avoir de garantie. Parce que c'est ça, il faut avoir des garanties le moment T, parce qu'il n'y a qu'une semaine de préparation. Alors, bilan par championnat, on commence par la Ligue 1. Quel bilan vous tirez de cette Ligue 1? Moi, je trouve qu'il y a un championnat assez qui a baissé de niveau, j'ai l'impression, entre cette année et l'année dernière, globalement. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais pas du tout. Je trouve, Pas du tout. je trouve qu'il y a un milieu de tableau qui est extrêmement faible comparé à d'autres années où tu pouvais trouver d'autres équipes. Et je trouve qu'il y a certaines équipes qui poussaient pour l'Europe qui sont descendues, en fait, aujourd'hui au classement et même en termes de forme. Ben justement, ça fait un milieu de tableau qui, je trouve, assez fort, avec des équipes comme Lyon, comme... Enfin, voilà, je trouve que le milieu de tableau, quand même, les points entre la 6e, 5e place et la 14e, ça se tient. Donc, même la 15e. Donc, moi, je pense que, bon, c'est pas plus faible. C'est un championnat même, je dirais, peut-être plus homogène encore. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qu'on attend plus haut, qui sont pas spécialement au rendez-vous. Ça prouve que les outsiders montrent un bon visage. Et puis même les derniers, ils sont pas à la traîne. Ce sont des équipes qui ont des points, qui sont pas décrochés, donc qui gagnent des matchs, même contre des gros. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, moi, de point de vue général, en Ligue 1, je trouve ça bien. Je trouve pas plus faible. Au contraire, comme Nico a dit, c'est plus homogène. Cependant, moi, il y a des équipes qui m'ont surpris dans le bon sens. Je vais parler de Lens, qui assume aujourd'hui son standing. Je trouve que l'OM, aujourd'hui en Ligue 1, l'OM, c'est une équipe compliquée, voire quasi impossible à jouer. Quand ils sont en forme et que tout se goupille, pour moi, l'OM en Ligue 1, c'est le Barça. Ensuite, il y a aussi Rennes aussi, qui confirme aussi sur la scène européenne. Donc tout ça, ça prouve qu'un palier est passé par les clubs français. Ensuite, on a d'autres clubs qui arrivent après. Lyon, un peu en reconstruction. Mais Lille aussi, qui joue très bien, qui développe un beau football. Lille, c'est une belle satisfaction pour moi, Voilà, pour donc, ce début de championnat. Clairement, donc moi je pense qu'il y a des équipes qui s'affirment beaucoup plus, ce qui fait que c'est un peu plus homogène. On se dit, ah, mais il y a Paris devant, Marseille ensuite et le reste. Mais non, en fait, il y a aussi Lorient. Faut parler de Lorient, les Merlus. C'est le tube de début de saison. Certes, ils ont perdu des points, mais au moins on voit qu'il y a un travail qui est fait. Il y a des nouvelles Oui, idées. alors là, oui. Et que maintenant, je vous dis, en Ligue 1, ça joue. Maintenant, c'est plus tactique, on prend pas de risques, on est un bloc. Non, aujourd'hui, ça joue. Et moi, je trouve ça plaisant en Ligue 1 et ça me fait du bien en Ligue 1. Donc clairement, après Lorient, ils ont les moyens de jouer. On voit qu'ils ont des joueurs qui ont quand même du ballon. On voit Enzo Lefebvre, Lorienté qui marquait, Terren Moffi, quand tu es dans un système qui est à son profit, ça score, ça joue, il y a de l'animation. Et puis, je pense que ça fait partie des tops, effectivement. Lorient, c'est vraiment une équipe impressionnante. Lens aussi, ils ont perdu quand même des joueurs. Arnaud Kalimuendo, Jonathan Klaus. Donc, il y a eu des départs. Simon Benza qui était enfin second couteau qui est parti au Portugal. Donc, on voit que c'est une équipe quand même qui a su recruter, pallier justement les départs d'une bonne façon et de garder un standing et de voir même de faire un meilleur début de saison que la saison dernière. Alors moi, pour défendre mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des équipes que j'attendais beaucoup plus haut et dans une certaine continuité. Alors Nice, on en parlait en début de saison, dans l'un des premiers ça parle de foot et je pensais qu'ils allaient un peu redescendre, mais c'est vrai que c'est quand même plus ou moins décevant quand tu vois les joueurs qui peuvent aligner sur certaines compos. Le coach aussi. Hein. Le coach aussi qui déçoit. Il y a Montpellier qui était une équipe qui m'intéressait beaucoup, qui a une très mauvaise période. Tout à fait. Et qui a eu des résultats en deçà du niveau qui peuvent atteindre leur niveau top, max. Et il y a d'autres équipes de ce style. Strasbourg, par exemple. Strasbourg aussi, par exemple, cette année, l'année dernière. On a fait un sujet, Strasbourg vont-ils jouer l'Europe? Strasbourg était aux portes de l'Europe. Maintenant, Strasbourg est aux portes de la relégation. Il y a 4 équipes qui descendent. Tu vois? C'est un flop. Pour moi aussi. Et le Nantes de Comboiré, c'est mon flop aussi.
Parce que Après, c'est non. des équipes qui ont. Maintenant, tu as gagné la Coupe de France la saison dernière, mais même dans le championnat, 7e, 9e, ils se sont tout de suite mis à l'abri de la relégation. Ça jouait au ballon. Il y a eu le départ de Randal Colomwani, certes, mais on voit que c'est une équipe qui a des moyens. Mostafa Mohamed Guessant, C'est un bon joueur. voilà, ça se complète, ça tourne. Bon, Le après, double a été resté. Ils ont un compétition créateur. supplémentaire, hein. Ils ont une compétition supplémentaire. Oui. C'est vrai, Ils ça n'ont pas joue. d'effectif. Et ils n'ont pas d'effectif. Donc ça joue. Ils se sont qualifiés. Donc c'est clair que voilà, mais ça ramène un peu de sous dans les caisses déjà. Après, il va falloir faire attention le FC Nantes. Donc si ils passent pas les barrages, ils jouent contre qui? Contre la Juventus. Donc la Juventus qui est quand même en pleine bourre. Je pense pas qu'ils passeront les barrages. Il faudra se reconcentrer sur le championnat. Et même le RC Strasbourg. Hein. Donc justement, ce que je disais, c'est pour moi, ces équipes-là m'ont un peu déçu et les autres équipes qui sont passées au-dessus de ces équipes-là, pour moi, intrinsèquement, le niveau n'est pas exceptionnel et c'est pour ça que j'avais cette tendance-là, que je me disais, en fait, il y a la perte de niveau de ces équipes-là quand même se fait ressentir sur le championnat parce que j'ose imaginer que s'ils ne récupèrent pas leur niveau, les équipes qui sont passées devant n'ont pas le niveau top de ces équipes-là. Ouais, le niveau top, c'est clair que si tu prends un Clermont qui est 9e ou 8e, Clairement, voilà, par exemple, ça ça Reims joue. qui a On réussi pensait- à on trouvait que granger ça beaucoup de jouait points. l'année dernière, mais au final, il y a eu une phase de moins bien. Et après, ils se sont retrouvés un peu à leur place, 15e. Ils se sont mis à l'abri quand même avant la fin de saison. Mais ça oscillait entre la 14e et la 17e place. Donc là, clairement, ils sont bien, ils jouent. Mais effectivement, ce n'est pas des équipes au top si on doit viser un peu gratter les dernières places européennes. Ça veut dire des petites compétitions comme la Conference League. C'est pas une équipe pour l'instant qui va pouvoir être compétitive. Après, juste pour revenir sur Montpellier-Strasbourg, Montpellier, c'est compliqué depuis que Loulou est plus là. Il y a un vrai problème de gouvernance. Le fils a pris la relève, mais c'est pas pareil. On voit que c'est pas pareil, qu'il n'y a plus la main de fer qui contrôle tout. Les joueurs se donnent plus pour le club. Avant, ils se donnaient pour Loulou. C'était Loulou pour moi, qui ramenait une motivation supplémentaire. Parce que Montpellier, on regarde Montpellier, le projet de jeu Montpellier, c'est quoi? C'est avant un TJ Savanier qui... Et TJ Savanier à la baguette de tout. Voilà, tu vois, donc après, t'as un Eli Wahi, d'accord, mais Mavididi, c'était bon, blessé. Ensuite, derrière, t'as personne. T'as Valère Germain. Au milieu de terrain, t'as qui? Jordan Ferry. En défense, t'as qui? Jeune. Défense, t'as du Kodza, t'as du... C'est pas des joueurs, pour moi, qui ont le niveau Ligue 1 déjà, en fait. Pour moi, c'est des jeunes joueurs qui doivent apprendre. Ferry, pour moi, il a plus niveau Ligue 1, Ferry. Faut arrêter. Non, mais faut qu'on arrête avec Ferry, en fait, à un moment. Pour moi, enfin, j'ai regardé son match aujourd'hui encore, il apporte rien, mais rien du tout. Même, enfin, je suis désolé, on va parler de Strasbourg. Après, bon, on va dire, il est plus proche de la fin de carrière quand même, Jordan Il est Ferry. plus proche, oui. Ouais, mais après, c'est un joueur, il a de la bouteille en Ligue 1, tu vois, il devrait apporter un supplément, tu vois, quelque chose de plus que les autres n'ont pas, tu vois. Et non, en fait, il apporte rien de plus. Il est juste dans le collectif. Et juste pour terminer sur Strasbourg aussi, Djikou et ailleurs qui devaient partir. Donc là aussi, ils sont pas partis, on les laisse pas partir. Au niveau du groupe, ça se passe mal après. Hein. Eux, ils ont pas envie de s'entraîner. Et Djikou et Ayork, c'était les deux piliers de l'équipe pendant les dernières années. Donc quand tu vois que les deux piliers, ils ont plus la même influence dans ton collectif, ni la même importance dans ton groupe, là aussi, ça pêche. Donc, et même Strasbourg aussi, le manque de qualité de Strasbourg, des joueurs de Strasbourg intrinsèquement, c'est... Quand tu regardes des Lorient qui passent devant, etc., c'est parce que tu regardes les joueurs, l'effectif, même clairement, tu as des Mohamed Cham, tu as des Rachani, tu as des joueurs capables de faire des différences. Voilà, tu vois, tu as des joueurs, des bons joueurs de ballon, de football, tu vois. Et dans les clubs comme Strasbourg, Montpellier, pour moi, c'est ce qu'ils ont perdu du. Non, moi je pense qu'il y a quand même des bases dans ces clubs-là. Après, peut-être c'est des problèmes de coaching. Après, je sais pas. Peut-être qu'aussi que l'année dernière, par exemple, pour Strasbourg, ils étaient en sous-régime et ils payent ça peut-être maintenant. Mais il y a quand même des bases. Quand tu as. Bon, c'est vrai, tu as le vestiaire qui se gère aussi. Mais quand tu as quand même Djikou qui est là, tu essayes de le ramener, il te ramène le mental. Tu as Bellegarde qui est sacrément intéressant au milieu. Tu vois, après, tu as quand même devant des tauliers comme Gamero, ou bien Ayork, ou bien Diallo. Donc, ça ne veut pas dire que quand même tu es limité. Ils ont quand même un effectif. Donc, voilà, il faut essayer de ramener les gars mentalement.
Et puis pour Montpellier, moi je pense que ça peut être quelque chose de coche. Mais après, comme tu dis, effectivement, il n'y a plus la flamme qu'amenait Loulou. Mais c'est des jeunes qui sont intéressants, mais il faut ramener des tauliers. Tu vois, là pour Montpellier, Kazri le aussi. challenge, ça va être de gérer le recrutement. Tu vois, tu as des gars comme Kazri, il faut le relancer. Tu as TJ Savanier, il y a des bases. Mais il va falloir quand même des tauliers, une assise défensive au niveau de Montpellier pour justement pouvoir se remettre à flot. Parce que c'est quand même un club qui a une certaine expérience de Ligue 1 depuis quelques années, donc qui peut attirer des joueurs voilà, qui qui sont, doit mieux faire. voilà, c'est un club qui doit mieux faire, c'est clair. Alors, pour enchaîner, autre championnat, autre bilan Ben, on peut sur passer notre sur l'Angleterre, la sur la première, première ligue, directement. Moi, avec Arsenal qui finit, qui boucle la boucle en première position. C'est Moi, j'y quand même crois. une belle Allez, les gagnants. surprise de voir Arsenal aujourd'hui encore devant City à la fin de cette première partie de saison, entre guillemets, parce que ce n'est pas exactement la 18e journée, mais la 19e journée. Voilà, pardon. c'est la 15e, je crois. C'est la 15e, Voilà. mais on a Arsenal qui boucle une première partie de saison très proprement. Voilà, très proprement, c'est une belle surprise, effectivement. Et après, bon, je trouve quand même que City lâche pas mal de points. On a vu ce week-end avec Brentford. Donc, Arsenal ça permet à Arsenal de creuser un petit peu l'écart avec 5 points d'avance. Donc, c'est bien pour les têtes. Après, il va falloir continuer à travailler, mais c'est des joueurs qui ont une qualité. Je pense que des gars comme Gabriel Jesus et Zichenko en particulier, ils ont ramené cette fraîcheur de vainqueur dans le groupe, en fait. Parce que on voit que c'est pas les mêmes gars. C'est des gars qui ont du talent, qui jouent, qui aiment le jeu, qui sont intelligents, Et qui ont un impact sur voilà, le jeu de l'équipe. exactement, qui ont un impact sur le jeu de l'équipe. Et puis, même les petits jeunes autour, hein, je veux dire, ils ont du talent, ils aiment le jeu. Arteta aime ça aussi. Il a un style qu'il a réussi à imposer. Les joueurs le comprennent. Il implique tout le monde. Et ça se ressent qu'il s'éclate. Et on voit que des gars comme Saliba, c'est des tauliers. Ben White aussi, il est assez solide. Partey, et puis même Granit Xhaka qui était très critiqué ces derniers temps, notamment par moi. Granit Xhaka, faut le dire aujourd'hui. Il a changé, c'est un nouveau joueur. C'est un nouveau C'est joueur. un nouveau Et- joueur. Il se projette vers l'avant, ce qu'on lui reprochait. Voilà, et il marque. Lorsqu'on en parlait, il Tout à marque, fait. il fait marquer. Et surtout, dans son impact sur le jeu, c'est le jour et la nuit en un an. Exactement. Puisque Exactement. comme il est associé à Thomas Partey, et Thomas Partey, c'est vraiment la sentinelle, là, il a vraiment pris C'est ça, exactement. devenu le joueur. Partey, parce c'était que- très fort. Voilà, mais c'est ça, quand tu as quelqu'un, tu sais que tu as une épaule sur qui compter, en fait. C'est comme quand tu es défenseur central. Moi, j'ai joué quasiment à tous les postes de l'axe. Enfin, j'ai joué à tous les postes de l'axe. Quand tu es défenseur central, que tu es un gardien, tu sais qu'il te fait des dingueries. Mais déjà, tu n'as pas envie que la balle lui arrive, mais tu sais que tu défends autrement. Tu vois, je sais Mhm. pas comment dire, mais tu as cette sérénité-là dans ta relance, dans tes interventions. Tu as cette assurance, tu vois. Et tu sais qu'après, bon, tu peux lui faire une passe en retrait ou bien un truc, c'est pas quelqu'un qui va paniquer, qui va clèche, tu t'écartes. Voilà, ben ça, c'est important. Et c'est pareil quand tu es 10, quand tu es un milieu ou bien peut-être un 8, que tu peux te projeter. Tu sais que, bon, tu vas revenir, mais avant que tu reviennes, Il y a Thomas Thomas. Partey, il aura déjà ralenti la contre-attaque ou bien il aura déjà certainement récupéré le ballon. On l'avait déjà dit, mais pour moi, Arsenal peut tenir la dragée Otta City. Cependant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que du côté de City, ils ont lâché des points là dernièrement parce qu'il y avait, je crois, ils étaient à peu près entre 14 et 17 sélectionnés à partir. Donc en fait, à partir de là, Ouais, ça change. Ça voilà. change. Lorsque tu as tout ton effectif qui baisse le pied à 2-3 semaines de la Coupe du Monde, c'est plus pareil. Hein. L'intensité, elle n'est plus la même. Hein. Arsenal, c'était un peu moins. Ils étaient 6 ou 7, je crois. Donc bon. Après Arsenal aussi, ils ont joué après City. Donc ils avaient clairement l'opportunité. Voilà, voilà. Ils savaient que, Ouais, il savait qu'il fallait le voilà, il faire. fallait faire le job. Ouais, il donc fallait faire le job. supplément d'âme aussi à ce niveau-là. Et juste pour finir en première ligue, Enfin, sur Arsenal. parce que- voilà, sur Arsenal, Manchester revient avec un Ten Hag pas mal qui arrive à mettre une équipe en place. On verra ce que ça va faire. Liverpool qui se retrouve. Justement, moi, j'allais enchaîner sur Voilà. Liverpool. Ben, je te laisse enchaîner. Pour moi, Klopp a trouvé quelque chose depuis quelques matchs et de changer son système pour mettre à deux pointes entre Salah et Nunez avec Firmino qui tourne derrière.
ça donne un autre allant au jeu et j'ai envie de voir à la reprise si Liverpool pourra récupérer son statut d'équipe phare de la Ligue, enfin du moins Titi, Arsenal et City, avec ce nouveau système et avec cette nouvelle manière de jouer. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué ou si c'est quelque chose qui a attrapé moi, votre j'ai œil, remarqué. mais petit à petit, et j'en parlais en début de saison, je disais si Klopp change sa manière de jouer pour mettre Nunez à l'aise, ce serait un autre allant et ça pourrait être intéressant. Et sur les derniers matchs, j'ai vu que voilà, on demande moins à Nunez de décrocher, de faire du jeu, des choses qu'il ne sait pas faire. Et Firmino se gère de ce lien-là. Et justement, et lui, il peut être vraiment devant un playmaker et jouer son jeu. Et je trouve que Liverpool a une meilleure figure de cette manière. Et on voit que dès qu'il a mis Firmino, aussi, je ne sais pas si ça vous a tapé ticté dans l'œil, mais quand Firmino apparaissait dans la composition de départ, Liverpool était déjà différent. Donc, parce qu'en début de saison, il n'était pas titulaire. Hein. C'était, voilà. Après, il y a eu les blessures de Ryota, de Luis Diaz. Ça lui a permis de voilà. Et on a vu qu'il était revenu dans le 9-2, là, enfin, 9-0 avec un triplé. C'est un joueur vraiment qui est important, je pense, dans le jeu. C'est dommage pour le Brésil. Ils n'ont pas pris Bobby. Ils l'ont pas pris. Voilà. Après, c'est Pedro de Flamengo. C'est des gars, t'inquiète pas. Enfin, moi, je regarde un petit peu. Donc, enfin, j'ai suivi un peu la fin de la Copa Libertadores. Pedro, c'est intéressant. Mais juste pour finir sur Liverpool, on voit aussi que Salah, dans ce registre-là, Firmino le fait beaucoup jouer. Et puis lui, il retrouve cette confiance où, voilà, enfin, il frappe, enfin, comme ça vient, et puis ça rentre. Et puis, il fait des passes maintenant, Salah. Voilà. Ouais. Enfin, ça dépend. Mais c'est toujours un joueur perso, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 actions. Assez personnel. Mais il y a 2-3 actions, comme tu dis, ouais. Et même Nunez, on voit, juste pour terminer aussi, Nunez aussi, il le recherche. Et là, il cherche à nouer une relation. Parce que justement, quand il joue à deux, voilà, la dernière chose que je voulais noter, c'est l'entrée de Elliott. Le retour d'Elliott, puisqu'il avait une grosse blessure. Oui, il avait 7 mois. Et effectivement, c'est un très bon joueur de football sur certaines séquences. Il fait tourner le jeu et là, en ce moment, tu sens qu'il monte. C'est dommage la trêve pour lui, enfin pour lui personnellement, parce que nous, on va regarder la Coupe du Monde. Mais parce qu'il était dans une bonne dynamique sur les derniers matchs et c'est intéressant de le voir. Ça va lui permettre de souffler aussi après sa blessure, aussi couper. Ça peut lui faire du bien, ouais. Mais juste pour réagir sur Klopp, pour moi, il n'a pas trouvé un nouveau système, Klopp. Parce que certes, sur les compos, Firmino, il est en 10, mais on voit que sur les phases défensives, Liverpool, il passe en 4-3-3. Hein. Oui, parce que c'est plus facile à défendre en 4-3-3 qu'en losange. Donc, en fait, pour moi, Klopp, il a cédé au buzz parce qu'il avait déjà, en fait, sa compo déjà clairement établie qui fonctionnait. Il a essayé de la changer juste parce que Nunez était là, mettre Nunez à un poste où, justement, il ne savait pas faire. Et il est revenu un joueur qui arrive à contrôler un ballon, à faire des passes, à jouer de haut but, à mettre... Ce que Mané faisait quand Mané jouait en pointe à Liverpool aussi à un moment, un joueur qui est capable aussi de faire jouer les autres. Et je pense que c'est ce que Klopp avait perdu de vue, qu'il avait besoin d'un joueur qui sache tout faire pour mettre les autres dans le bain. Il y a aussi Newcastle qui est dans mes tops. Parce que faut en parler. Newcastle, franchement, Newcastle, on dirait qu'ils veulent s'installer dans ce Big Six. Et maintenant qu'ils ont l'argent, le pouvoir, on voit que même sans gros investissements, enfin sans gros... Il y a des gros investissements, oui. Tu dis de l'argent, mais l'argent a été utilisé intelligemment. Intelligemment, exactement. Il y a un coach derrière qui gère parfaitement. Et Dio, ils l'ont ramené. Il a cette philosophie, comme lui il le dit aussi, de Newcastle. Il joue son jeu, c'est comme... le jeu traditionnel de Newcastle. Les fans, c'est ce qu'ils veulent. Et puis, son équipe s'éclate. D'ailleurs, Nottingham est dans mes flops parce que c'est beaucoup d'argent investi. Super grosse enveloppe. Et ça ne donne rien, ça prend pas. C'est des mauvais investissements. Et le problème, pourquoi c'est dans mes flops? Vous me direz, ouais, c'est un promu, on s'attend pas. Mais c'est parce que l'enveloppe, vraiment, les investissements, les moyens qu'ils avaient, je pense qu'ils auraient pu construire quelque chose de solide. Comme à peu près au niveau Newcastle, bien que c'est pas le même argent. Mais vous voyez que Newcastle avait cette base. Projet, oui. Mais voilà. Il y avait Aston Villa au début. Après, bon, là, ça va un peu mieux. Mais là, aujourd'hui, j'ai, comme je vous disais, Nottingham, Wolverhampton, qui a de grosses difficultés. Une équipe qui était quand même assez solide. Et West Ham qu'on n'attendait pas à ce niveau. Ouais, moi, j'allais rajouter aussi Chelsea, malgré l'arrivée de Graham Potter. C'est vrai, entre-temps, mais
sur le début de Graham Potter et en ce moment, il y a une période de latence et j'ai l'impression qu'il se cherche un peu trop avec cet effectif-là qui devrait être plus simple. Après, c'est vrai qu'il prend l'équipe en cours de route, mais s'il a des choix qui sont discutables sur le front de l'attaque, sur les pistons, sur forcer, retourner sur cette défense à 3 qui est son confort, mais qui n'est peut-être pas le confort de l'équipe au final, malgré que Tuchel mettait en place la défense à 3. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix et je suis un peu déçu puisque quand Graham Potter est arrivé, j'étais très hype et au final, le jeu n'est pas si léché que ça. Moi, j'étais pas si hype que ça et ça ne m'étonne pas parce que Graham Potter, je sais, vous allez trouver ça bidon, mais c'est Harry Potter. Le gars, il a un chaudron et il teste. Non, sérieux, il prend un ingrédient, ça c'est quoi? Ah, c'est une épice de l'aide. La blague. Non, sérieux. Graham Potter, comme tu dis, il devrait être plus simple. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il se permet de tester. En fait, je suis là, on me donne les clés. Bon, j'ai le temps. Je teste ça, je mets ça là, ça, je mets ça là, ça, je fais ça là, ça, je fais ça là. Non, essaie de trouver une solution simple pour gagner maintenant, déjà. Et après, tu vas ajuster autour d'une base solide, en fait, tu vois. Mais là, lui, il veut tout tester. Il veut tout voir, tout essayer pour essayer d'avoir un truc fit à la fin ou bien peut-être après recouper ses feuilles, je sais pas. Mais voilà, moi, c'est oui, moi, je trouve. Tu n'es pas en pré-saison. Exact. Graham Potter, il a pris une équipe en cours de route, une équipe qu'il n'a pas constituée. Alors que l'équipe de Brighton, il l'a constituée de A à Z. Tu vois, déjà là, il y a une vraie différence. Donc, est-ce que pour lui, il pense que parce qu'il vit à Chelsea, les joueurs qu'il a en sa position ont déjà peut-être toutes les qualités que les joueurs qu'il avait à Brighton a. Et en fait, est-ce que derrière ça, lui-même aussi, faut pas qu'il rentre dans ses joueurs quoi, pour clairement leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se bougent, tu vois, parce que mi-septembre. Parce que clairement, moi je regarde Chelsea jouer, aucun joueur a envie, aucun joueur veut jouer. Et je pense que cette équipe mentalement, depuis l'histoire avec Roman Abramovich, Thomas Tuchel, tout ce qui s'est passé, je trouve que cette équipe est un peu perdue d'envie, de niaque. Derrière, même au niveau du recrutement, je trouve pas que même au niveau du recrutement, tu recrutes Aubameyang pour quoi faire Non. Ils avaient pas. Non, mais... Aubameyang, c'est un top player. Non, ils n'avaient pas d'attaquant et ça fonctionne en Première Ligue. Il a été meilleur. Oui, mais Arsenal, lorsqu'il était jeune, mais pour moi, Aubameyang, là, c'est perte de vitesse. Le gars, il est arrivé. 8 septembre même, pardon. Il arrive à Chelsea, il a mis 2-3 buts. Il fallait voir les 2-3 buts. C'était pas 2-3 buts incroyables, c'est 2-3 buts. Des joueurs ratent des dégagements, le ballon passe entre deux joueurs, il est là, il met au fond. Mais sinon, Aubameyang, il fait rien. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, moi qui regarde le championnat anglais tout le temps, je vous le dis, hein, je regarde les matchs de Chelsea, aucun joueur a envie, personne ne se donne à fond. Le seul qui s'est donné à fond pour moi dans le match de Newcastle, c'est le Hall, le latéral gauche. Et le latéral gauche, il a 18 ans. Il a 18 ans, gamin. T'as des joueurs comme Silva, ils en peuvent plus. Silva, il est sur le terrain, tu le vois souffler tout le temps. Moi, je te cache pas, il a pas trop temps hein, dans l'implication. Moi, je trouve que Aubameyang, dans l'implication, il y a clairement quelque chose. Voilà, moi, Aubameyang, moi, je dirais pas que voilà, mais moi, je pense que c'est son braquage là qui a fait. Il s'était fait cambrioler, on lui avait cassé la mâchoire quand même. Donc, depuis ça, moi, je le trouve un peu comme si, tu vois, il a un certain dégoût, tu vois, et ça se ressent quand même, tu vois. Je pense qu'il n'est pas encore remis de ça psychologiquement pour Aubameyang. Mais après, comme tu dis, je vois des gars comme Sterling. Là, il est là, on dirait qu'il est arrivé, il se dit, bon, j'ai trouvé un bon point de chute quand même. Je suis à Londres, tu vois, c'est ma ville, c'est putain, c'est un grand club. Je suis déjà là. Et, tu vois, voilà, bon, il est un peu, limite, il est dégoûté de City, il est déjà hanté. Et là, enfin, voilà, il voulait un bon point de chute, lui. Depuis quand t'es un peu, qui a baissé, qui a été blessé régulièrement aussi, et je l'ai toujours dit, hein, Jorginho, c'est pas quelqu'un de fort. Vous voyez, on parlait, mais Jorginho peut avoir le ballon d'or, il a eu la Ligue. Regardez Jorginho, c'est pas. Franchement, il faut respecter des gars comme Modric, comme Toni Kroos. Ça, c'est clair. Comme, tu vois, ça, c'est. Xavi, Iniesta, tu vois. Ça, c'est des milieux. Et en vrai, même Blaise Matuidi, c'est des milieux, tu sais que c'est des gars. Tu prends Ils vont mettre de l'impact. Tu vois, dans ce qu'il sait faire. Il va le faire, il va exceller dedans. Mais Jorginho, tu vois, il est trop. Non, c'est pas mon type. Après, il est fort. Hein. Mais pour pas faire, c'est-à-dire. Juste vite fait pour apporter des circonstances atténuantes un peu. Défensivement, Chelsea, c'est que des blessés tout le temps depuis le début de la saison. Et James, Chilwell,
Koulibaly, Mhm. Silva, Ouais. Trevo aussi qui était blessé un peu au début de saison, là il revient. Donc voilà, au milieu de terrain, Chalouba. voilà, des absents. Donc là aussi, des circonstances atténuantes quand même, qui n'est pas aussi qui s'est blessé. Alors là, on bascule sur une question, c'est-à-dire pré-Coupe du Monde. Quel est votre meilleur souvenir de Coupe du Monde pour qu'on se mette, tu vois, dans le bain? Votre meilleur souvenir de Coupe du Monde? Alors moi, mon meilleur souvenir de Coupe du Monde, les gars, c'était la Coupe du Monde 2006. 6. Voilà, celle disputée en Allemagne. Et c'était le match France-Brésil. Ah, Et je me souviens de ça. Bon, je vais passer un petit coucou à Rémi. J'étais chez Rémi, on regardait le match. Et quand Thierry Henry, il a mis le but, le plat du pied sur le coup franc. du pied là, sur le coup franc, mon gars, Sainte-Rose, ça s'est enflammé. C'était un truc de malade, gars. Mais on était chez ses parents, mais c'était un truc de ouf. Ça m'a marqué. C'était vraiment un souvenir. Ouais, ça m'a C'était un beau match et un beau but. beau match. Ton meilleur souvenir de Coupe du Monde? Le meilleur souvenir de Coupe du Monde, franchement, c'est quand même assez compliqué pour moi de. Je sais pas. Le meilleur. Je sais pas. Mais je pense quand même que la première chose à laquelle j'ai pensé, enfin, je vais le dire, c'est Rames Rodriguez, un contrôle de la poitrine. Oh là 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 là! Oh là là, Rames! 2014. Rames, oh là 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 là! Ce but-là est incroyable. Le petit contrôle, Incroyable. Là, il ramène, là, il danse, Oh. Ça met le ton du tournoi. Oh. Eh ben, imagine-toi, moi j'ai pensé, j'en ai deux. Et les deux, c'est la Coupe du Monde 2010. Pour moi, c'est la Coupe du Monde, j'ai été le plus émerveillé. Ah oui, Attends, Wesley Sneijder, attends. non, c'est même pas Wesley Oh, Sneijder. RVP. Le but de Chabalala de l'Afrique du Sud. Oh là 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 là. Oui, mais c'est. Avec la Ouais, célébration. voilà, c'est- La Coupe du Monde commençait, j'ai vu ce but-là, je me suis dit, mais attends, mais ça va être la folie, tout le tournoi. Et ça a été la folie, tout le tournoi. Et le Nice, man. deuxième gros T'as sur kiffé le Nice, là, toi. Nasina, bon, Le- moi, j'en avais rien à faire, mais ce tournoi-là, pour moi, était incroyable. Il y avait des rebondissements de partout. Ouais, de ouf. Dans tel groupe, dans tel groupe, dans tel match. Et aussi, ben là, c'est un souvenir un peu plus parce que C'est l'autre c'était le Ghana. Ghana, ouais. Mais le Ghana-Uruguay, Oh là. moi, c'est un des plus grands matchs de Coupe du Monde. Oui. Oui. C'était la folie. Ah ouais, merci. Non, c'était la folie. Ça part dans Ah, tous les Gianna sens. Samoa. Et même le fait qu'au final, Suarez barre le but et qu'il y a pénalty loupé. Ouais. Après, il y a séance de tir au but. Mais non. Ouais, c'était. Au niveau rebondissement, Incroyable. tu passes dans toutes les émotions et j'espère que cette Coupe du Monde-là pourra nous faire ressentir Ouais, ce genre de de ouf. choses. Ouais, clairement. Et après, moi, mon match où j'ai vu le plus haut niveau de jeu, c'était la finale entre l'Espagne et les Pays-Bas, je crois. Ouais, en 2010. Oh, les Bah, gars. tu vois, toujours là en 2010. Mais les gars, il y avait un niveau de jeu, je m'en souviens, Ouais. une intensité. Non, c'est vrai. On avait deux équipes de. Mais- Et c'est que j'aime- il y avait une vraie dualité. Ah ouais. De jeu, Ouais. les Pays-Bas venaient, ils mettaient le pied, Non. ça allait vite vers l'avant. Ça Et avait du l'Espagne, De Jong. c'était Et c'était très fort. Ah c'était ouais. fort des deux côtés. Très fort. Il C'était avait fort un des deux Robben côtés. MVP on fire pendant toute la compétition. Toute la Ouais. compétition. J'avais regardé cette finale à Barbade, moi, je m'en Ah souviens. ouais, Ouais. ça, c'était une très belle finale. Très, très belle finale. Incroyable. Pour moi, c'est le plus gros tournoi de l'histoire de la Coupe du Monde, franchement. En fait, de ce que j'ai vu. Ouais, de ce que t'as vu, ouais. Ouais, parce que, Ouais. voilà, il y a une chronologie quand même. Mais de ce que j'ai vu, c'est au-dessus de 2006, C'est le au-dessus Ouais. de 2014, même si en 2014, il y a des gros Ouais. moments, mais 2010. Moi, en termes d'émotion, Oui, vraiment, t'as émotion. dit pas le meilleur. Moi, t'as parlé de meilleur moment, c'est pour ça que j'ai dit c'est le meilleur. Mais en termes d'émotion, vraiment, le moment, moi, c'était la finale contre l'Italie, France en 2006 où c'était Ouais, de ouf. Zizou, c'était un déchirement pour moi. Ouais, j'étais embêté. En plus, le traitement médiatique après, tu vois, ça m'a pas plu. Même pour Thierry Henry, la main contre Irlande et tout, hein, j'aime pas les traitements médiatiques comme ça, tu vois, ils oublient vite. Troisième partie, le quiz. Et donc, je vous ai donné le choix parce que les gens ne savent pas peut-être, mais je vous ai donné le choix entre faire le bilan donc, du coup, de deux championnats ou alors de faire une émission pré-Coupe du Monde uniquement. Et du coup, comme on a choisi de faire le bilan, le quiz est spécial Coupe du Monde. Alors, quiz spécial Coupe du Monde, c'était soit l'un soit l'autre. Quiz spécial Coupe du Monde, c'est parti. Combien de Coupes du Monde l'Argentine possède? 4. Allez les gars, on enchaîne. Quoi C'est 2. Je vous donne à tous les deux Je suis aucun point plus parce proche. que
Ok. Non, non, tu es Ok. au-dessus. Pas quatre- Si tu avais dit quatre. une encore, c'est 78 et 86. Ok. Combien de buts Ronaldo El Phénoméno a-t-il en Coupe du Monde? Attends. En tout, En tout. Ronaldo a fini sa carrière. Combien de buts a-t-il inscrit en Coupe du Monde? Allez, moi, je dirais 15. 15, c'est double. 2-0. 2. ok. Et le meilleur Il a buteur, joué c'est quand même. Miroslav Klose qui a 16 buts. Bien sûr. Ah, mais sur une Coupe du Monde. Non, En toutes. En En toutes, tout. c'est tous les buts de toutes ces Coupes du Monde confondues. Ah oui. Ok. 16. Et donc, du coup, Klose 16 et Ronaldo 15. Combien de buts Thomas Müller a-t-il en Coupe du Monde? Ah. 14. Allez, 13. Ouais. 10. 2-0, ça reste. Alors, quel est le seul joueur en activité à avoir marqué lors de 4 Coupes du Monde différentes? Cristiano. Ronaldo, Il l'a eu direct. vas-y. Donc, Cristiano C'est- Ronaldo peut devenir le seul c'est- joueur à avoir c'est- marqué lors de 5 Coupes du Monde s'il marque lors de la prochaine. Bien sûr, il va marquer. Et les autres joueurs qui l'ont déjà fait, c'est Pelé, Petit penalty. Uwe Siller et Klose, marqués lors de 4 Coupes du Monde différentes. Miroslav. Alors, quelles sont les deux seules équipes à avoir réalisé le back-to-back, gagné 2 Coupes du Monde d'affilée? Le Brésil et l'Allemagne. Ils ont 2 finales Et perdues. l'Allemagne, Ah, il y voilà, avait Saoudia. Alors, Brésil. toi, t'as dit Brésil et Allemagne. Ouais. Toi, t'as dit... Non, mais je pense qu'il a gagné Brésil et Allemagne. Non, c'est Brésil, certes. Attends. La deuxième équipe. Uruguay. No. C'est- Brésil et Italie. Mais oui, Italia. Italie en 1934 et en Ouais. 1938, Brésil en 1958 et gagné en 1962. C'est vrai. On parlait du match entre Ça fait un point l'Uruguay pour et moi, le j'ai- Ghana en 2010. Ouais, 2-1. Entre l'Uruguay et le Ghana en 2010 est connu pour la main de Suarez, la fameuse main qui emmène l'Uruguay en séance de tir au but parce que Asamoah Gyan a loupé. Mais quel était le score final à la fin du match? 1-1. C'est double. 2-2. Putain, mais oui, c'est 1-1 au début. C'est 1-1. Il y a eu Si des tu buts. peux me citer les buteurs, je te donne double. Alors, en buteur, Mhm. Il y a un partout. Score final. buteur pour le Ghana, Mhm. je dirais Jana Samoa. No. Putain. C'était Aïe. C'était Souley Ali Muntari. Mais attends, mais Mais moi, je devais pas parler. Mais donne-moi l'autre buteur, Mais le j'allais buteur de dire- l'Uruguay. j'allais dire Montari en plus. Oh. T'es sérieux? Non, voilà, Montari. Ah ben c'est mon désolé. Et ensuite, l'Uruguay. Mais c'était pour Euh, moi la mais- question, wesh. Mais il a déjà eu le point. joueur. Mais l'Uruguay 2010, Mhm. est-ce que Diego était là Certainement. Diego. C'était lui. Certainement. Diego Forlan, c'est 2 frappes de loin. les- Ouais, certainement, du coup. Alors, Diego. citez-moi le groupe du Brésil pour cette Coupe du Monde. Bon, ben on. Alors, on il y a, façon, vas-y, Nico. il y a le Japon. Mhm. Il y a le Brésil. Je vais tuer ça. C'est Pourquoi pas bon. Il Je n'y a vais pas le même Japon. pas. Ok. Vas-y. Alors, Merde, la dans, Corée du Sud. Dans non le- plus. dans- ouais. dans le groupe du Brésil. Mais on l'a vu, t'as la Serbie, Mhm. la Croatie, Non. puis la Non. Serbie, Bon, 0 point. l'Équateur. Non, ouais. Mais non, c'est Cameroun, le même continent. Serbie, Mais oui, Cameroun. Brésil, Suisse. Suisse. Mais oui, évidemment. non, mais on l'a vu tout à l'heure en plus. Alors, le Brésil est l'équipe qui a le plus participé à une phase finale de Coupe du Monde. Mais combien? Toutes. Non, combien? Un chiffre. Il y Le a eu plus combien proche de Coupes gagne. du Monde? C'est une bonne question. Waouh. S'il y en a. Allez, moi, je dirais qu'il y a eu peut-être allez, 15-16 Coupes du Monde. Il y a Mais non, il y a plus de Coupes du Monde. Parce que La Coupe du Monde, ça a commencé en 1930. 1950. 1930. 1930. Bah oui, l'Italie fait back-to-back. Exact. 34. Ah ouais, donc il y en a eu beaucoup plus, quoi. Oui, il y a plus. Je pense qu'il y en a eu Ah ouais, peut-être plus d'une quarantaine. trentaine. Trentaine. Non, en dessous de 30. Ben, s'il y en a 28, je dis, ben, le Brésil a fait 28 Coupes du Monde. Allez, je dirais 26. Peut-être deux, ils Vous ont êtes pas. tous les deux au-dessus. C'est 21 compétitions. 21 participations, ça va être leur 22e. Ça va être leur 22e. Et c'est ceux qui ont le plus de participation, du coup Mhm. Oui, 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 Oui. c'est le Brésil. Ils ont toujours été là. Alors, ensuite, tu parlais de la Coupe du Monde 2006, Romu, ça tombe bien. Quelles étaient les affiches des 2 demi-finales de la Coupe du Monde 2006? Alors, il y avait Italie contre. Moi, je dirais Italie-Espagne. Alors, je sais en tout cas que c'était France-Portugal Ça fait un point. et Italie-Argentine. Putain. Vas-y. Mais c'est Italie-Espagne
C'est pas Italie-Espagne. Italie-Allemagne. Ah, Mais oui, 2006 en plus, ils sont à domicile. L'Italie face à l'Allemagne et l'Allemagne perd en prolongation. Ben, oh, 2-0. Bon, ben, ok. Et l'Italie gagne le tournoi. faut qu'on se mette à jour. Hein, Donc du coup, niveau international. 4-3 4-3 pour toi. pour moi. Prochain quiz, c'est toi. Ah, c'est fini. Ben oui, c'est fini. Il y a 10 questions. Super. Bon, ben, Mais, écoute, n'est pas le seul, mais il n'y a pas que le football dans la vie. Il y a le foot aussi. Let's go. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux. Ça parle de foot sur YouTube et sur Instagram. Et bientôt sur toutes les plateformes digitales. La Coupe du Monde, elle commence le 20 novembre prochain au stade Al Bayt avec la rencontre entre le Qatar et l'Équateur. Ça va se passer ici parce que ici, ça parle de foot. Rien que ça parle. Rien que ça parle. Rien que ça parle.